dire voilà, que ça fait bientôt 10 ans que, par l'intermédiaire du conseil départemental donc, qui a racheté le sémaphore à Ouessant, on a la possibilité donc, de profiter de ce lieu pour une résidence, donc avec des auteurs, parfois avec des illustrateurs, une fois aussi un photographe. Et voilà, on a un conseil départemental qui nous suit et qui valide tous les dossiers qu'on présente. Voilà, on a de nombreuses personnes qui ont envie de partir en résidence. C'est vrai que Gérard, ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait et voilà, et que tu avais envie aussi de pouvoir profiter de ce lieu face à la mer pour pouvoir travailler. Et puis ça fait quelques années qu'on a pris l'habitude, au retour de chacun des résidents, voilà, on publie une nouvelle qu'il a écrite en résidence dans notre petite maison d'édition du Goéland Masqué et qu'on propose, pour pouvoir en parler pendant le festival, qu'on propose en tout cas la lecture d'un extrait ou de la totalité de la nouvelle. Je crois que Gérard verra ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Voilà, et donc cette nouvelle-là qui est 24 juillet, dont tu as un souvenir en tout cas de cette résidence, voilà, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui y sont passés, assez émouvant, hein, oui. Des souvenirs. Merci Valérie, merci. Oui, c'est un lieu magique évidemment, et magique et intimidant. Et on m'a dit, je crois que c'est Valérie qui me l'avait raconté, qu'un des auteurs qui m'avait précédé était tellement impressionné par ce bureau que nous avons tout en haut du sémaphore de Créac, donc qu'il n'arrivait pas à écrire là, et il redescendait dans la cuisine en face du micro-ondes. Là il était rassuré, mais sinon il y avait trop d'espace, trop de beauté, trop de mer, trop de ciel, voilà. Bon, moi j'ai réussi à accepter le ciel, etc., et j'ai écrit de là-haut. D'ailleurs je suis en photo en train d'écrire du dernier étage. Donc je vais vous lire, je pense que ça fait 20 minutes, la nouvelle, et je répète que j'ai aussi écrit un livre là-bas parce que, bon, à la fois il n'y a que ça à faire et en même temps le lieu était formidablement stimulant. Donc la nouvelle s'appelle Olivier de Plappeville fut retrouvé mort, étouffé par un ragoût sous la motte, en vérité par une ingestion précipitée de pommes de terre baignant dans le dit ragoût. Le médecin conclut à une mort accidentelle, domestique, c'est ce qu'annonça la correspondante pour Ouessant du quotidien Le Télégramme, Mireille d'Argent, dans un article au titre plaisant « La touffe étouffe ». Une sorte de jeu de mots, dirons-nous. Il arrive en effet qu'on désigne les touristes, surtout le plat ouessantais typique par maladresse ou par coquinerie de ragoût sous la touffe. Le titre d'ailleurs valut au journal 2 mails de protestation de la part des restaurateurs de l'île qui considéraient que le papier pouvait leur faire du tort, mais passons. La nécrologie d'Olivier de Plappeville était accompagnée d'un portrait de la victime. C'était un sexa au teint rose, cheveux blancs et clairsemés, lunettes à forte monture noire, bouche close, costard, chemise blanche et cravate bleue. Il avait la tête légèrement penchée sur la gauche avec cet air qu'ont les dominants, ou ceux qui croient dominer, l'air donc d'un subtil agacement, voire d'un mépris à l'égard de son prochain, comme s'il disait « Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire ». Plus précisément encore, on aurait dit un DRH informant des salariés sur l'imminence d'un plan social et en pensant in petto, pas possible ce qu'ils sont cons ces types, si je leur dis que c'est pas rentable, c'est pas difficile à piger, non? La victime commençait à peine de jouir d'une retraite à présent tout à fait écourtée. Ce que le public ignorait, c'est que le lendemain de la parution de son article, la correspondante reçut un message dans sa boîte aux lettres. Sur le moment, elle se dit « Tiens, il y a encore des gens qui écrivent, c'est plutôt une bonne nouvelle ». En fait, il s'agissait d'une missive, anonyme, composée de quelques mots découpés dans le quotidien déjà cité. Fin du prologue. Racine, Raphaël Sineux pour l'état civil, parade comme d'habitude. Quinca, libraire ambulant, il vient d'ouvrir un camion librairie avec lequel il parcourt les villes, bourgs et villages du Finistère. Racine donc fanfaronne, on dirait que c'est sa fête, pourtant il n'est là qu'en qualité d'invité.
Chloé Bourjade l'a mise en garde. Chloé, trentenaire, un air de garçon manqué ou androgyne pour parler soutenu, et sa jeune maîtresse. Ce soir, la reine, c'est elle. Elle vient de mettre en garde son amant, de lui conseiller de la mettre un peu en veilleuse, mais dès qu'il a un public, le libraire bonimente. « Et celle du petit gris du Gabon, vous la connaissez ?» demande-t-il à l'assistance. Il enchaîne illico. « La police vient d'être appelée au domicile des époux Cotigny. Dans la chambre conjugale, Lionel, 40 ans, est affalé sur le lit, criblé de 5 balles. Jeanne, l'épouse, a l'oreille droite arrachée. Ils ont été agressés, assure-t-elle, par un type, un inconnu qui a disparu, avec l'arme, bien sûr. Le couple possède un perroquet gris du Gabon, Jojo, qui est aussitôt récupéré par la famille de Lionel. Et voilà Jojo qui répète en boucle des mots troublants « Tire pas, Chan », tout en prenant la voix du mari qui avait un accent alsacien prononcé. Les parents de la victime filment l'oiseau. La police désormais pense que la femme a abattu son mari avant de tenter de se suicider. L'assistance apprécie, Racine roucoule, Chloé propose un toast. On est sur le pont du Créac, une péniche à quai dans le port de Brest, un vendredi en début de soirée. Il y a là une quinzaine de personnes qui trinquent au diplôme, tout nouveau, tout chaud de la jeune femme. Depuis moins d'une semaine, Chloé a officiellement le label de détective privé. Elle avait repris en effet des études, une licence enquête privée à l'Institut du droit de Morlaix. 2 ans à potasser, plus ou moins assidûment, des manuels à suivre des cours aussi divers que enquête de voisinage, filature, traque d'adultère, recherche dans les bases de données, trafic pédopornographique, suivi photographique, etc. Chloé montre toute fière à ses invités sa carte du syndicat national des agents de recherche privée, preuve s'il en faut. Et cerise sur le gâteau, elle a déniché dans la foulée un job, champagne. Moi qui croyais que pour être un privé, suffisait d'un fauteuil et d'un bureau pour pouvoir mettre les pieds dessus, grince Racine. Sont venus ce soir des étudiants de Morlaix, ville où Chloé a obtenu son titre, mais aussi sa prof principale, Madame Prigent, géante aux cheveux blonds frisés, des amis de toujours, et puis des collègues de l'agence Le Sémaphore de Brest, où l'héroïne du jour vient juste d'embaucher. La directrice de l'agence, Blanche Lampol, opulente quadra, la félicite. « Bravo, camarade, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de nanas dans la profession. » Ni dans la fiction, ajoute Racine. Propos abscons qu'il explicite sans qu'on le lui demande, qui dit privé, dit Philippe Marlowe, Sherlock Holmes, Rouletabille, Sam Spade, Hercule Poirot, Nestor Burma. Non, mais il y a quand même de plus en plus de nanas maintenant, tente une voix dans l'assistance. Eh bien alors, bienvenue au club, reprend Lampol. Les bouchons sautent, les décibels grimpent, Racine propose une nouvelle devinette. Savez-vous, dans ce métier, quel est le comble de la perversité ? Engager 2 détectives privés pour qu'ils se suivent l'un l'autre. Plus tard, dans la soirée, Lampol prend Chloé à part, son ton est sérieux, Chloé doit calmer ses zygomatiques et se mettre au diapason. L'agence, dit sa directrice, travaille avec la MUB, la Mutuelle Unifiée de Bretagne. Chaque fois que cet organisme rencontre des démêlés, comme on dit, il fait appel au sémaphore, ce qu'il vient de faire. Il y a un problème à Ouessant. Lampol souhaite gérer elle-même l'affaire, un conflit avec un zigzaneur né, mais des raisons d'ordre personnel la retiennent à Brest. Elle demande dans l'urgence à Chloé, la seule de ses employés libres ce jour-là, de la remplacer, ce que l'impétrante interprète comme un signe de confiance. Elle ne connaît pas Ouessant, comme quoi on peut vivre à Brest et ignorer les îles. Raison de plus pour accepter. Une centaine de jeunes gens survitaminés, munis d'énormes instruments, prennent avec Chloé le ferry Brest-Molène-Ouessant. Un concours de fanfare est en effet organisé dans la soirée sur l'île. Répétition générale sur le bateau, la traversée est plutôt rythmée, des passagers se mettent même à danser. À l'arrivée, Chloé est bluffée par la majesté, la rudesse aussi de la baie du Stif. Même les musiciens se sont tués, appréciés. Elle a rendez-vous à l'agence de la MUB, elle récupère le vélo qui lui est réservé et pédalant contre le vent, atteint le bourg. L'agencière, Mireille d'Argent, est une jolie quadra, brune aux cheveux courts, grands yeux gris souriants, prolongés par de parfaites pattes d'oie.
Chloé est à 2 doigts de la draguer, d'autant que l'affaire qui motivait son déplacement s'est dégonflée. Le client, mauvais coucheur notoire, a fait amende honorable. Chloé, avec l'accord de sa patronne, profite de l'heureux contretemps pour visiter l'île. Elle trouve une chambre à l'hôtel La Duchesse Anne et s'offre un petit verre de chardonnay sur la terrasse, avec vue princière sur le phare de la Jument. Désœuvrée, heureuse, en vacances en quelque sorte, elle repère un vieux journal sur une chaise proche et tombe sur le papier du télégramme « La touffe étouffe ». L'intitulé « La Muse ». « Je vois que ça vous plaît », lui demande une voix connue, l'agencière Mireille d'Argent. « Je prenais un café au bar, je vous ai vu, je peux ?» Elle s'installe sans attendre à la table de Chloé, explique qu'elle cumule les 2 activités, banquière et correspondante du journal, mais ça reste très raisonnable comme cadence de travail, dit-elle avec un sourire. Mireille d'Argent interroge Chloé sur son job privé, c'est pas mal, c'est pas banal, les filles sympathisent et la conversation roule évidemment sur la mort d'Olivier de Platteville. À vous, je peux le dire, mais sous le sceau du secret, ok, j'ai reçu cette lettre le lendemain de la publication de mon article. Elle tend une enveloppe dont Chloé extrait une feuille avec ce message composé de 3 mots découpés et collés. Platteville, 24 juillet. Chloé fait la moue, puis s'étonne. Vous n'en avez rien fait, je veux dire, vous avez gardé ça pour vous, vous l'avez pas montré à personne. La correspondante acquiesce, puis susurre. Vous savez, de Platteville était un type détestable. Il est venu 1 ou 2 fois à l'agence et m'a traité comme... termine pas sa phrase en colère. J'ai pas voulu donner suite, mais vous qui êtes une privée, vous saurez peut-être en faire quelque chose. Vous sous-entendez quoi là, reprend Chloé? Que sa mort n'est peut-être pas accidentelle? Qu'on l'aurait étouffé? Avec des patates? D'Argent réplique alors. Mais il n'avait que des ennemis ici. Oui, mais tout de même. Le portable de la banquière journaliste s'agite, on l'attend ailleurs, elle doit partir, elle pose un léger baiser sur la bouche de Chloé et s'en va. Vous me laissez la lettre? Je m'en débarrasse, oui. Simplement, si vous l'utilisez, vous parlez pas de moi. L'enquêtrice, rose d'émotion, commande un nouveau verre, rêvasse et repense à l'affaire. Une drôle d'arme que la pomme de terre, s'il s'agit d'un meurtre, sans doute utilisée sous le coup de l'improvisation, genre une discussion qui tourne au vinaigre et l'agresseur qui utilise ce qui lui tombe sous la main pour anéantir l'autre. Puis elle songe au message, Platteville, 24 juillet. C'est pas l'aveu d'un crime, mais ça y ressemble un peu. C'est assez fréquent que des criminels jouent au chat et à la souris avec le gendarme, laissent ainsi des traces, des mots, cherchent à dire une vérité sans vraiment la dire. Ils jouent au justicier tout en défiant l'autorité, semblant dire « Identifiez-moi si vous en êtes capable ». Racine est resté à Brest. Chloé le contacte, il est en petite forme. C'est un cyclotimique, limite bipolaire, la jeune femme a l'habitude. Alors, quoi de neuf dans le monde à part le 200e épisode de l'affaire Seznec? Elle lui parle de son séjour, de l'article du Télégramme et de l'échange avec la correspondante. Chloé mentionne la lettre, ce singulier message, Platteville, 24 juillet. Le libraire tilte sur la date, 24 juillet, 24 juillet. Ah, ça me dit quelque chose, faut que je consulte. Dans l'heure, il la rappelle. Le 24 juillet, tu sais ce que c'est? Tu vas me le dire. C'est le jour où est né Dumas, père. Ouais, mais encore. C'est le jour où on a arrêté Mussolini. Bon, arrête. Ok, passons aux choses sérieuses. La Moco Cadiz. Et tu te souviens de cette horreur, le pétrole américain et les plages bretonnes? Oui, et il y a un procès interminable, des années de démarche pour faire casquer les Amerlocs. Et c'est un 24 juillet que le groupe pétrolier responsable de la marée noire a dû finalement verser un pactole à des villes de Bretagne pour dédommagement. Yes! Crie Chloé, alertant tous les clients de la terrasse. Tout de suite, elle imagine 10 pistes possibles, 10 mobiles de vengeance, même tardives, des écolos qui n'ont pas digéré l'affront par exemple, des élus qui ont été frustrés pendant le partage, des pêcheurs enragés. Platteville serait impliquée dans cette histoire, mais elle a besoin de mieux connaître l'identité de la victime. Elle passe un coup de portable à la belle agencière pour lui exposer sa théorie et lui demander conseil.
Mais si notre homme a travaillé par exemple pour la Standard Oil, devenu un Moco, puis British Petroleum, ou s'il a été patron français de la BP, voilà, la victime idéale d'un meurtre, et nous avons du coup le mobile. Quant aux suspects pas simples, ceux qui ne pardonnent pas la souillure des côtes doivent être nombreux, à commencer par tous les Bretons de Bretagne et de la diaspora. Vous n'y êtes pas du tout, répond l'agencière. Relisez ma nécro. Le papy était bien de chez nous, breton de chez breton, aucun lien avec les Amerlocs. Il a mené une vie exemplaire de fonctionnaire, de haut fonctionnaire. En fait, de Platteville a longtemps été directeur de l'Agence nationale de la mer et du littoral. C'est-à-dire une agence qui a la tutelle des ports de France et qui gère tout ce que l'État possède en bord de mer. Fausse piste, tant pis. C'est vrai que c'était un peu trop facile. La trace de la Moco. Histoire de se consoler, Chloé, toujours sur sa sublime terrasse, demande la carte. Bizarrement, le ragoût sous la motte ne lui dit trop rien. Elle hésite longtemps entre coquille Saint-Jacques snackée ou araignée de mer en salade et tagliatelle d'asperges. Finalement, elle opte pour du taco en croûte de sésame et velouté d'oseille. Sieste ou vélo? Les deux, se dit Chloé. Après un temps calme, elle s'offre un tour de l'île, s'attarde